petit commentaire sur le dernier atelier, comme des commentaires concernant la relation Papineau-Mackenzie. Il y a une correspondance Papineau-Mackenzie. Et ce qui est intéressant dans cette correspondance, c'est que Mackenzie va proposer à Papineau un drapeau avec 2 étoiles. Et Papineau lui dit non, il y aura un drapeau avec une seule étoile pour le Bas-Canada. Donc, c'est un petit détail. En premier lieu, j'aimerais remercier Josiane Lavallée d'inviter un politologue à un colloque d'historiens. Je suis rarement invité à des colloques d'historiens. Et pourtant, je fréquente beaucoup leurs œuvres. Évidemment, entre un politologue et un historien, il y a des différences d'approche méthodologique. Et c'est vrai que les historiens se centrent beaucoup sur les acteurs, sur l'événementiel et qu'ils nous procurent une information de première main, une information de qualité. Mais nous, politologues, nous nous intéressons plutôt aux structures, nous nous intéressons aux récurrences, nous nous intéressons aux rapports de causalité et aux rapports de force dans une société. Ça veut donc dire qu'on a des perspectives beaucoup plus théoriques. C'est sûr qu'en fin d'après-midi, un discours de nature théorique risque d'être un peu ennuyeux, mais que voulez-vous, ça fait partie de mes compétences. Je ne vais pas vous ennuyer. Essayez de théoriser. On m'a demandé de parler des effets politiques de l'acte d'union. Et j'aborderai le sujet sous 3 angles. Le premier, c'est celui de la subordination politique. Le deuxième, c'est celui de la spoliation. Et le troisième, c'est celui de la minorisation. Avant d'entrer dans le sujet directement, et pour vous montrer ce que signifie la recherche de l'explication de la théorie, j'aimerais vous rappeler les principes élémentaires de polémologie qui sont habituellement acceptés, mais qu'on oublie trop souvent. Premier principe, c'est que l'invasion et la conquête militaire d'un territoire par une puissance étrangère ne peuvent être durables et profitables que si elles s'accompagnent de la soumission de ceux qui l'habitent. Ça exclut évidemment les cas d'élimination physique des populations. Deuxième élément, tout conquérant cherchera à convertir le pouvoir des armes en pouvoir politique afin de faire accepter son autorité comme légitime et bénéfique pour ceux qu'il soumet. Troisième principe de polémologie, les constitutions et les institutions qui en résultent produisent donc le consentement du peuple conquis à sa subordination et à sa dépendance. Quatrième principe, ce consentement est facilité, M. Kelly nous l'a expliqué, par la collaboration de l'élite du peuple conquis et son intégration dans un jeu institutionnel imposé par le conquérant. Et cinquième élément, cette soumission volontaire s'accompagne d'une reconfiguration de l'identité et d'une marginalisation de la contestation. Voilà ce que je vais essayer d'illustrer par mon propos de cette fin d'après-midi. Cette logique, à mon avis, décrit adéquatement les effets politiques de l'acte d'union de 1840 qui, de mon point de vue, fut parachevé par l'acte de 1867. En 1840, le Bas-Canada subit en quelque sorte une seconde conquête, puisque c'est par la force des armes que le pouvoir colonial écrasera la révolte populaire et la volonté d'instituer un régime politique démocratique libéré des entraves du colonialisme britannique. 1840, c'est en fait le prolongement et le renforcement des effets de la conquête de 1760.
le projet, on l'a rappelé tout à l'heure, le projet d'unir les colonies britanniques en Amérique du Nord a été caressé à de nombreuses reprises avant 1840 parce que la bourgeoisie marchande anglaise s'accommodait mal de la Constitution de 1791, qui, pour des raisons de conjoncture stratégique, avait séparé le Haut et le Bas-Canada et permis à la majorité canadienne du Bas-Canada de contrôler l'Assemblée législative. Pour la bourgeoisie marchande, cette Constitution était dysfonctionnelle parce que le peuple conquis pouvait contrôler l'appareil législatif et s'en servir pour bloquer la volonté d'expansion coloniale et commerciale des marchands anglais, en refusant en particulier d'utiliser les fonds publics pour soutenir l'entreprise de construction des canaux reliant le Haut et le Bas-Canada. Les marchands anglais estimaient, et ça on l'a démontré à plusieurs reprises aujourd'hui, que cette constitution de 1791 pouvait conférer l'indépendance aux Canadiens, ce qui était une menace directe aux intérêts mercantiles des marchands anglais. Donc, le projet de faire disparaître la nation canadienne par l'immigration et l'assimilation était impossible tant que la Constitution de 1791 était en opération. Tant que la majorité serait canadienne, les marchands ne pouvaient pas revendiquer l'obtention d'un gouvernement responsable. Parce que l'attribution d'un gouvernement responsable, et c'est logique pour toute bourgeoisie de vouloir contrôler l'appareil d'État pour s'en servir à ses propres fins. Mais dans un cadre colonial, cette ambition légitime, entre guillemets, de toute bourgeoisie était entravée par le fait que la reconnaissance du gouvernement responsable redonnait le pouvoir politique à la majorité canadienne et celle-ci aurait empêché les marchands anglais de réaliser leurs ambitions économiques. Donc, pour eux, le gouvernement responsable, c'est incompatible avec la situation coloniale. Et donc, c'est eux, finalement, qui auront le plus d'influence sur Lord Durham, qui donnera son crédit à leur réclamation et qui va recommander l'adoption d'une nouvelle constitution favorisant l'assimilation des Canadiens et les priver du contrôle de l'Assemblée représentative. Je cite ici Lord Durham parce que c'est très clair. La fin première et ferme du gouvernement britannique, écrit-il dans son rapport, doit à l'avenir consister à établir dans la province une population de lois et de langue anglaise et de n'en confier le gouvernement qu'à une assemblée décidément anglaise. Voilà le but ultime de l'acte d'union. Évidemment, les Canadiens ne furent pas consultés sur cette constitution. On connaît l'histoire, ça a été imposé. Et finalement, les effets de cet acte d'union sont très connus, je n'insisterai pas beaucoup, mais ça a été évidemment d'unir le Haut et le Bas-Canada dans une seule province, d'établir un conseil législatif nommé à vie, on vit encore avec ça d'ailleurs, vous savez, avec le Sénat, et surtout d'établir une chambre élue, composée de 42 membres représentant le Bas-Canada et 42 pour le Haut-Canada, l'anglais étant la seule langue officielle. Parmi, disons, les aspects négatifs de cet acte d'union, on peut aussi relever le fait que les droits démocratiques ont été restreints, puisque le droit de vote n'était autorisé que pour ceux qui possédaient une propriété de 500 livres, pardon, pas le droit de vote, le droit d'être élu député, et qu'on a aussi fait reculer les droits politiques des femmes. Voilà donc, sur le plan politique, cet acte d'union enlevait à la population canadienne la majorité politique. Cette représentation était injuste, inéquitable, compte tenu des différences de population entre le Haut et le Bas-Canada. Elle était aussi encore plus dramatique pour les Canadiens,
français maintenant qu'on va les appeler, puisque parmi les députés, les 42 du Bas-Canada, il y avait un certain nombre de députés qui provenaient de circonscriptions anglophones. Donc, ce n'était pas l'égalité, ce n'était pas 42-42, en fait. Quand on prend le rapport francophone-anglophone, ce n'est plus 42-42. Deuxième point, l'acte d'union est un acte de spoliation. On l'a abordé tout à l'heure, on sait comment la banque Baring a fait pression pour qu'on partage la dette. Hein? Partager la dette, ça va très bien quand les dettes sont égales, mais quand les dettes sont disproportionnées, de 1 à 100, c'est à peu près ça le ratio, la différence entre la dette du Bas-Canada et la dette du Haut-Canada, je pense qu'à ce moment-là, on peut parler nettement d'une spoliation. Il y a un autre exemple de spoliation sur lequel je vais plus insister, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Donc, c'est la question de la restitution du bien des Jésuites. Rappelez-vous que Lord Durham nous a expliqué qu'on était un peuple ignare, sans histoire et sans culture. Il y a peut-être une responsabilité là-dedans aux autorités britanniques. En effet, le gouvernement colonial, en 1800, a confisqué les biens des Jésuites et pendant une trentaine d'années, les patriotes ont réclamé la restitution de ces biens pour financer un système d'enseignement public et laïque. Le pouvoir colonial a toujours refusé cette rétrocession. Et après l'acte d'union, les biens des Jésuites qui avaient été versés au fonds consolidé du Bas-Canada seront bien sûr intégrés dans le fonds consolidé du Canada uni. Alors, après l'acte d'union, Monseigneur Bourget a fait une demande de restitution pour pouvoir financer la construction d'une université. C'est quand même essentiel dans une société. Et là, on a refusé de financer, de redonner au Bas-Canada les biens des Jésuites, qui, par ailleurs, je dois vous le rappeler, étaient revenus. En 1841, les Jésuites reviennent, mais à Ottawa, excusez-moi, dans le gouvernement du Canada uni, on acceptait de restituer les biens des Jésuites dans le cadre du Canada uni, ce qui signifiait que les fonds des Jésuites, les propriétés, les revenus générés par ces propriétés devaient servir à l'éducation aussi bien des écoles protestantes du Haut-Canada que des écoles catholiques du Bas-Canada. Bel exemple d'unité de justice dans la gestion des affaires publiques. Après ça, on vient nous dire qu'on est un peuple ignorant. Je voudrais maintenant traiter d'une dimension plus abstraite. C'est l'effet de l'acte d'union sur la structure sociale canadienne-française. L'échec de la rébellion des Patriotes et l'acte d'union par la suite impose une modification dans les rapports de force au Bas-Canada. On l'a vu tout à l'heure, ça signifie la victoire de la bourgeoisie marchande anglaise sur la petite bourgeoisie professionnelle. Bon, les bourgeois, la bourgeoisie marchande, pour elle, l'acte d'union et la création du Canada uni, c'est une grande victoire. La petite bourgeoisie professionnelle, quant à elle, celle qui était à la base du mouvement patriote, celle qui était le leader du mouvement patriote, elle va être éliminée du jeu, c'est-à-dire qu'elle va perdre son hégémonie politique. Les leaders professionnels, les avocats notaires qui avaient mené la rébellion ne pourront plus assurer la direction, le leadership du mouvement social et de la société canadienne-française. En particulier, les radicaux vont perdre toute autorité, toute crédibilité, puisque d'abord ils sont exilés pour la plupart, et même lorsqu'ils reviennent, ce sont les factions modérées qui vont s'affirmer dans l'espace public et contrôler le jeu politique. Donc, ceux qui veulent continuer le combat politique,
se retrouvent dans un jeu d'alliance où ils ne peuvent plus soutenir leur position radicale antérieure et surtout dans un jeu d'alliance où ils n'ont plus d'autonomie. Et cette perte d'autonomie se pose à deux niveaux. Par rapport au clergé, bien sûr, qui lui prend le leadership de la société canadienne-française. C'est le clergé qui définit maintenant et qui balise les normes de l'action collective, qui en définit les orientations, les objectifs. Et, évidemment, les représentants professionnels canadiens-français qui veulent faire de la politique devront aussi faire alliance avec les partis qui œuvrent dans le Canada-Ouest. Donc, ils n'ont plus l'autonomie, ils n'ont plus la marge de manœuvre, ils ne peuvent plus décider eux-mêmes quelles sont les politiques, quelles sont les orientations qu'ils vont préconiser dans le débat public. Évidemment, ces changements d'alliance vont quand même avoir des effets bénéfiques pour ces anciens leaders patriotes. On en mentionnait à plusieurs reprises tout à l'heure, puisque cette soumission à un jeu d'alliance où ils ont perdu leur autonomie va leur valoir une nouvelle assise économique, à savoir la fonction publique. Puisque maintenant, on peut accéder à des postes dans la fonction publique dans le cadre du Canada uni, les professionnels, notaires, avocats, n'ont plus besoin de leur alliance avec le peuple, qui était auparavant la base de leur pouvoir politique. C'est parce que les députés patriotes représentaient les intérêts des citoyens, des paysanneries, qu'ils avaient une si grande autorité dans la société canadienne. Après, non, ils ont intégré un autre jeu et ils peuvent maintenant s'appuyer sur des avantages financiers, des postes qu'ils obtiennent dans la fonction publique. En quelque sorte, on peut dire qu'après 1840, la petite bourgeoisie canadienne-française va lier son sort au développement du capitalisme et va abandonner provisoirement, en tout cas si on se met dans la longue période, va abandonner provisoirement son projet de république indépendante et laïque. Le plus bel exemple de ça est évidemment Georges-Étienne Cartier. Donc cette bourgeoisie s'inféode à la majorité canadienne-anglaise et elle se met à la remorque de l'autorité cléricale. Se développe donc dans ce contexte une nouvelle idéologie, qui est l'idéologie de la collaboration, et qui se présente comme la seule solution pour la survie des Canadiens français. Le nationalisme va changer d'orientation. Ses principaux leitmotifs deviendront « l'essentiel, c'est le ciel, nous sommes pauvres, catholiques et français. Nous avons hérité d'une mission providentielle, faire rayonner le foyer lumineux de la religion plutôt que celui des usines. Notre ambition devait se restreindre aux palmes de l'apostolat. » Donc ce nationalisme devient essentiellement tourné sur les objectifs religieux et culturels. Il s'enferme dans des stratégies irréalistes, comme la revanche des berceaux, et surtout, ce nouveau nationalisme, entre guillemets, va refuser le recours à l'État pour affirmer le destin de la nation. Ça va aller. L'effet combiné, subordination politique, spoliation et minorisation, va susciter le phénomène de la double identité. J'aborde maintenant les effets plus idéologiques et psychologiques de l'acte de vie. Les consciences individuelles vont être marquées par cet événement historique. Même si la relation n'est pas toujours directe et systématique, les situations collectives ont toujours des impacts sur les représentations que les individus se font d'eux-mêmes. Donc, appartenir à un peuple minoritaire signifie que l'individu doit assumer une double identité, celle de son peuple et celle de l'autre peuple qui le subjugue et l'englobe.
L'individu qui appartient à une collectivité minoritaire vit une division intérieure, une cassure d'avec lui-même. Il est forcé d'intérioriser le regard de l'autre qui le domine politiquement et qui s'impose dans la représentation qu'il a de lui-même. Ce dédoublement identitaire s'est manifesté à partir principalement de 1867, puisque 1867 institutionnalise une dissociation entre la langue et l'identité politique. Ce phénomène a été brillamment démontré par Jean Boutillette dans Le Canadien français et son double, où il décrit comment le Canadien français ne peut se voir et se représenter qu'avec les yeux de l'autre nation. Il ne peut se penser comme entité en soi. Il ne peut être sa propre référence, puisque son identité dépend de la volonté d'une autre nation. Le fédéralisme qui s'instaure après 1867 a engendré une dépossession de soi et un transfert identitaire sur une totalité abstraite qui ne nous ressemble pas sur le plan linguistique et culturel. L'identité canadienne-française est une aliénation. Elle nous rend étrangers à nous-mêmes parce qu'elle nous impose des normes culturelles que nous n'avons pas choisies. Notre système de référence nous est imposé de l'extérieur, en fonction de critères définis par et pour une autre nation. Le Canada, à partir de 1867, habite nos cerveaux. Il s'est emparé de nos systèmes de représentation et nous enferme dans une identité autre que la nôtre. Une minute. Très bien. Les axes de la culture politique du minoritaire sont la modération dans les revendications et la résignation devant l'adversité. Il faut accepter son sort, s'accommoder des décisions de la majorité, faire contre mauvaise fortune bon cœur, borner le champ des possibles aux volontés de l'autre et toujours trouver des interprétations favorables aux situations et aux projets désavantageux. Fuir le conflit ou l'affrontement est le mot d'ordre du minoritaire. Il tentera plutôt de retarder les échéances et de se gagner les bonnes grâces de la puissance tutélaire. Que peut faire le minoritaire lorsque le dominant ne respecte pas ses intérêts? Rien, sinon compenser son impuissance par l'espoir de jours meilleurs. Il se bercera dans les illusions de la dernière chance. Ainsi, écartelé entre deux appartenances, le Canadien français érige l'ambiguïté en système de valeurs et pousse la duplicité au sublime en faisant un trait fondamental de son identité. Merci.